Alors, si vous le voulez bien, oublions le fils pour un instant et parlons maintenant de Philippe Aubert de Gaspé, père, et de ces anciens Canadiens qu'il fait paraître en 1863. C'est sans doute le plus grand succès de librairie de la littérature québécoise au XIXe siècle. Alors, en quoi est-ce que ça pourrait être aussi le premier, le véritable roman historique publié au Québec? Ben, il y a plusieurs raisons, je crois, qui militent pour considérer ces anciens Canadiens comme le premier grand roman historique et le premier véritable roman historique de la littérature québécoise. Il y a d'abord le fait, sur lequel insiste beaucoup l'abbé Casgrain, que Philippe Aubert de Gaspé-Père est un grand lecteur de Walter Scott. Or, Walter Scott, c'est véritablement l'inventeur de ce genre nouveau au début du 19e siècle. L'abbé Casgrain imagine même, alors je ne sais pas s'il exagère, s'il cherche en quelque sorte à redorer le blason de Philippe Aubert de Gaspé-Père, mais il va jusqu'à imaginer qu'il aurait traduit en français la totalité de l'œuvre romanesque de Walter Scott, ce qui apparaît difficile à croire étant donné, je dirais, l'abondance des œuvres de Walter Scott et le très grand nombre de romans que compte sa collection de Waverley Novels, puisque c'est ainsi qu'on appelle les romans de Walter Scott au 19e siècle. Mais toujours est-il que, selon l'abbé Casgrain, Philippe Aubert de Gaspé-Père connaissait tellement bien Walter Scott qu'il aimait, en quelque sorte, à en donner lecture à ses enfants le soir, en traduisant presque extempore, c'est-à-dire de façon improvisée, les romans de l'anglais vers le français. Et en tout cas, pour l'abbé Casgrain, c'est ce qui explique que les anciens Canadiens, bien que ce soit la première œuvre de Philippe Aubert de Gaspé-Père, soit une telle réussite, puisqu'il avait acquis, en quelque sorte, une maîtrise du genre du roman historique à force de lire Walter Scott. Par ailleurs, c'est aussi un roman qui a un certain retentissement parce qu'il s'inscrit dans une tradition tout à fait typique du 19e siècle, qui est de commémorer des dates importantes de l'histoire nationale des Canadiens français. Le roman paraît en 1863, 100 ans très exactement après la signature du traité de Paris qui va céder officiellement la Nouvelle-France à l'Angleterre. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, un fil conducteur de la plupart des œuvres importantes de l'époque. Octave Crémazie, le grand poète national, par exemple, publie son poème sur le drapeau de Carillon exactement 100 ans après la célèbre bataille de Carillon, justement. Donc ça, je crois que c'est un élément auquel les lectrices, les lecteurs de l'époque ont certainement été très sensibles. Mais c'est aussi une grande, je dirais, œuvre parce qu'elle va idéaliser la période historique de la Nouvelle-France et en particulier la période historique du régime français de la Nouvelle-France. Et c'est un élément auquel à peu près tout le monde à l'époque au Québec est extrêmement sensible. Comme il y a eu une coupure avec la conquête, il y a une sorte de volonté de se réapproprier ce passé qui nous échappe et qui s'éloigne à mesure que le temps, évidemment, avance au fil du 19e siècle. Et en fait, cette idéalisation, elle arrange un peu tout le monde parce que c'est un peu un récit réconfortant. On aime croire que les Canadiens français, non seulement avaient une histoire, mais ils ont désormais même une littérature, ce qui est une façon d'apporter un démenti au rapport Durham. Et que, évidemment, cette histoire, elle est glorieuse, elle est magnifique. C'est presque une société utopique que dépeint Philippe Aubert de Gaspé-Père dans ses anciens Canadiens. C'est par ailleurs un best-seller. C'est une œuvre qui va se vendre beaucoup, très bien. Dès l'année de la parution, il va y avoir une réédition. On estime qu'il y a eu à peu près 4000 exemplaires qui se sont écoulés dès la première année, ce qui, même d'après nos critères en 2025, constitue un succès commercial phénoménal, à plus forte raison en 1863, alors qu'il y a beaucoup moins de lectrices et de lecteurs. Et c'est aussi une œuvre qui va connaître une diffusion dans le monde anglophone, et c'est très important à l'époque. Dès 1864, les anciens Canadiens sont traduits en anglais par Georgiana Penney sous le titre de Canadians of Old. Et puis, c'est une œuvre qui va aussi connaître une diffusion par d'autres moyens, notamment par des adaptations théâtrales d'Elle vivant de Philippe Aubert de Gaspé. Il va y avoir une adaptation théâtrale produite par des élèves d'un collège classique. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Philippe Aubert de Gaspé-Père se présente comme une sorte de témoin, ce qui est évidemment une pure mise en scène, un pur artifice littéraire, dans la mesure où Philippe Aubert de Gaspé-Père, il est né 23 ans après la conquête. Il est né en 1786, de sorte qu'il ne connaît rien directement de cette période. En revanche, il a l'impression de bien connaître cette période grâce à sa famille, grâce aux souvenirs qui lui ont été transmis par ses parents, ses grands-parents,
ses oncles et C'est tantes. ça. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il appartient à une caste privilégiée. Il est à la fois le fils d'une famille seigneuriale, mais c'est surtout un descendant de la noblesse canadienne. Et à ce titre, il prétend avoir en quelque sorte une connaissance privilégiée C'est de ça. l'histoire des Canadiens français et de la manière dont la vie se déroulait à l'époque du régime français. Et je dirais le génie, le brio de Philippe Aubert de Gaspé-Père, c'est d'arriver justement à représenter cette société du passé comme une sorte d'utopie sociale et politique où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, surtout grâce à la bienveillance des seigneurs. Et C'est en ça. fait, le propos de Philippe Aubert de Gaspé, il est idéologique et politique. Il cherche en quelque sorte à dédouaner la classe à laquelle il appartient, en montrant que, contrairement à ce qu'on a dit lorsqu'on a aboli le régime seigneurial en 1854, les seigneurs n'étaient pas des exploiteurs, mais étaient plutôt des gens bienveillants, paternalistes, qui veillaient au bien-être de leurs censitaires, qui récupéraient, par exemple, les censitaires blessés ou malades dans leur propre manoir pour permettre la guérison, le rétablissement. C'est un peu comme si, finalement, les seigneurs jouaient le rôle de l'État-providence d'aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est évidemment un coup de génie parce que ça fait en sorte que même quand on n'est pas seigneur ou descendant de la noblesse, on a envie, malgré tout, de s'identifier avec cette caste sociale. Et c'est évidemment une stratégie délibérée de Philippe Aubert de Gaspé, dans la mesure où, dans ses mémoires qu'il va publier en 1866, il va avancer l'idée que les Canadiens français sont un peuple gentilhomme, par leur savoir-vivre, leur politesse, leur culture. En fait, ils appartiennent presque à cette caste de privilégiés, de sorte que c'est normal, finalement, de s'identifier à ces seigneurs, à ces nobles d'une autre époque et du régime français. Et donc, en fait, il joue sur une fibre patriotique, en quelque sorte, pour offrir un plaidoyer de son propre univers social. Oui, alors là, vous avez bien parlé de l'idéalisation de la Nouvelle-France. Est-ce qu'elle n'avait pas aussi comme fonction, vous l'avez abordé en passant, d'occulter le drame de la conquête en justement présenter la Nouvelle-France comme cette période idyllique où les relations personnelles, interpersonnelles étaient au mieux entre le peuple et puis l'élite. Peut-être dire deux mots de la fiction, de la diégèse des anciens Canadiens. Que se passe-t-il avec ces familles qui se trouvent à cheval entre le régime français et le régime anglais? Oui, absolument. En fait, il y a un élément très important que vous soulignez à juste titre, c'est le fait que pour Philippe Aubert de Gaspé-Père, raconter la conquête, c'est une manière en quelque sorte d'offrir un récit compensateur et réconfortant pour les Canadiens français de l'époque, en montrant que finalement, ça n'est pas véritablement une défaite. Quelque part, c'est presque une victoire. Il y a des propos très explicites sur ce plan, avec des comparaisons avec l'Irlande d'un côté, l'Écosse d'autre part. Il dit finalement, les Canadiens français avaient le choix soit d'imiter les Irlandais et d'être malheureux comme les Irlandais le sont au 19e siècle, ou alors d'imiter au contraire les Écossais qui ont prospéré en décidant de s'allier aux Anglais. C'est ce qui a permis finalement la conquête. Et effectivement, toute la fiction est construite de manière à montrer que, bien sûr, il y a eu un moment donné où finalement les Français et les Anglais se sont affrontés sur le champ de bataille, mais qu'au lendemain de la conquête, la seule option possible, c'est de parvenir à une sorte de bonne entente, et c'est incarné par le personnage de Jules d'Aberville, qui est le fils du seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, qui va devoir affronter sur le champ de bataille son frère d'adoption, un Écossais d'origine, qui s'appelle Archer Cameron de Lochiel. Alors évidemment, ils s'affrontent sur le champ de bataille pour des raisons politiques, mais en réalité, ce sont des amis, ce sont même presque des frères d'adoption. Et dès que, évidemment, la conquête sera, je dirais, scellée par le traité de Paris, ils vont en quelque sorte se réconcilier, et ce sera en quelque sorte un des exemples possibles présentés au lecteur comme attitude à adopter au lendemain de la conquête, plutôt que de considérer les Anglais comme des ennemis. Il faut plutôt chercher à s'en faire des alliés, même si tous les personnages ne vont pas nécessairement dans cette direction. Il y a quand même, par exemple, Blanche d'Aberville, qui est la sœur de Jules, qui, elle, refuse par principe d'épouser Archer, alors que pourtant, elle aime beaucoup Archer, elle a de l'affection pour cet homme, mais pour elle, c'est une question de principe. Elle ne peut pas pactiser avec l'ennemi
d'hier. Et de Ouais. façon très intéressante, dans la réception des anciens Canadiens, souvent, on va mettre l'accent sur Blanche d'Aberville, comme si c'était elle qui était finalement la véritable héroïne de D'accord. l'œuvre, plutôt que Jules, alors que Oui. finalement, Blanche d'Aberville joue quand même un rôle assez, je dirais, isolé Mhm. dans cette œuvre. Elle apparaît ponctuellement, mais elle n'est pas du tout présente dans tous les chapitres. Mais Oui. je dirais, ça se voit par exemple dans la toponymie à Saint-Jean-Port-Joli aujourd'hui. On a une rue Blanche d'Aberville, on a même Oui. un motel Blanche d'Aberville, mais il n'y a pas de rue qui porte le nom de Jules d'Aberville. Hein. Je Oui. pense que c'est assez symptomatique d'une certaine lecture nationaliste qui a été Oui. faite de l'œuvre de Philippe Aubert de Gaspé-Père. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce n'est pas la lecture qu'Aubert de Gaspé lui-même faisait, puisque dans Oui. sa propre vie, il va épouser une Anglaise, hein, Oui. Suzanne Allison, et il va, en quelque sorte, prôner ce que montre un peu son roman, en tout cas la conclusion de ce roman, c'est-à-dire il va chercher à établir des liens de bonne entente avec les anglophones qui sont Oui. les nouveaux maîtres de Oui. la colonie. Est-ce que ça n'a pas nourri par la suite une considération autour de la conquête providentielle qui a permis quand même au peuple canadien-français de ne pas tomber dans les affres de la Révolution française? Et c'est le rapport difficile avec l'ancienne mère patrie ou mère partie qui ensuite va idéologiquement avoir une longue vie dans le rapport que les Canadiens français pourront avoir avec la conquête. Absolument. Je pense que c'est la réponse politique de Philippe Aubert de Gaspé-Père à cette doctrine qui avait été d'abord formulée par Joseph-Octave Plessis, l'évêque de Québec, hein, et Oui, qui consistait à dire justement, voilà, il ne faut pas considérer la conquête comme une défaite, mais plutôt comme une sorte de victoire et même comme une sorte de mesure que la Providence oui, aurait adoptée pour protéger les Canadiens français de l'abolition de la monarchie et aussi, bien sûr, de, je dirais, l'abolition des privilèges du clergé, l'abolition du culte religieux, etc. Donc, oui, tous les affres de la Révolution, comme vous le dites très bien. Sauf que là, évidemment, le propos d'Aubert de Gaspé, il est davantage politique que religieux. Ce qui l'intéresse, c'est moins l'Église catholique, même si c'est un fervent mhm, catholique, que, je dirais, les rapports politiques entre les deux communautés, les descendants des colons français et les nouveaux colonisateurs britanniques.